Il est probablement plus commode d'être offensé par quelqu'un sans voir ses propres problèmes. Peut-être qu'une réaction aussi aiguë et plutôt émotionnelle de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains États africains. Le président de la Fédération de Russie qui aujourd'hui est pris dans une dérive personnelle, répressive et autoritaire dans son pays et qui a fait le choix ces dernières années, de manière accrue ces derniers mois, d'être une puissance de déstabilisation en Europe, en lançant une guerre dont il a la seule responsabilité et en menaçant la sécurité de tous, mais dans beaucoup d'autres théâtres d'opération, du Proche et Moyen-Orient au Caucase en allant jusqu'à l'Afrique, où la Russie est une puissance qui déstabilise. Un grand pays européen, non anglophone, a convoqué notre ambassadeur au ministre des Affaires étrangères pour lui annoncer quelque chose comme « Oui, nos relations sont nulles. Il est peu probable qu'elles s'améliorent, mais vous avez affermi vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, alors que notre position y est faible. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble. Je ne plaisante pas. Leur cynisme n'a pas de limite. Vous êtes toujours notre ennemi, on va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles, mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Il n'y aura jamais ce genre de négociation. C'est pareil avec les Américains. J'ai déjà eu l'occasion de les citer. Ils nous disent, parlons du traité New Start. Nous allons faire des inspections chez vous. En toute réciprocité, bien sûr. Nous comprenons bien que tout le reste est en suspens. C'est bien regrettable, mais laissons les choses telles qu'elles sont, et continuons donc à nous critiquer et à nous agresser l'un l'autre. Par contre, nous voudrions parler des inspections sur vos sites nucléaires. Mais à quoi s'attendent-ils donc ? J'ai toujours pensé que c'étaient des gens intelligents qui travaillaient dans les organes diplomatiques. Manifestement, ce n'est pas toujours le cas. Selon Vladimir Poutine, la réaction de Macron, qu'il qualifie à juste titre d'émotionnelle, est liée à la perte d'influence de la France en Afrique, face au retour de la Russie dans cette région. Macron aurait même tenté de négocier avec la Russie pour maintenir la présence française en Afrique. C'est quand même pathétique. Vous en pensez quoi ? Suivons la vidéo jusqu'à la fin. Plusieurs révélations importantes y sont faites. Je pense qu'il y a une sorte de ressentiment. Mais lorsque nous avons entretenu des contacts directs avec le président français Emmanuel Macron, nous avons parlé assez ouvertement de ce sujet. Nous ne sommes pas allés en Afrique pour forcer la France à en sortir. Le problème est différent. Le célèbre groupe Wagner a d'abord réalisé un certain nombre de projets économiques en Syrie, puis s'est déplacé vers d'autres pays africains. Le ministère russe de la Défense a apporté son soutien, mais uniquement parce qu'il s'agit d'un groupe russe, rien de plus. Il est probablement plus commode d'être offensé par quelqu'un sans voir ses propres problèmes. Peut-être qu'une réaction aussi aiguë et plutôt émotionnelle de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains États africains. Bien que je connaisse d'autres pays africains où l'on menace la présence française calmement et où l'on dit que oui, tout nous convient, nous sommes prêts à travailler avec eux, dans d'autres pays, on ne le fait pas. Nous n'avons rien à voir avec cela. Nous n'incitons personne là-bas. Nous ne montons personne contre la France. Nous nous souvenons qu'au début de la guerre russo-ukrainienne, les pays occidentaux ont déployé de nombreux efforts pour inciter les nations africaines à adopter une position anti-russe. Cependant, ces tentatives se sont avérées infructueuses. Le soutien des Africains à l'encontre de Poutine ne pouvait pas être forcé simplement parce que les Occidentaux le désiraient. C'est dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron, lors de sa visite au Cameroun, a accusé les Africains d'hypocrisie. Il leur reprochait de ne pas prendre position clairement contre la Russie et de ne pas reconnaître la nature de la guerre en Ukraine. Selon Macron, cette attitude révélait une forme de duplicité face aux enjeux internationaux pressants. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement,
n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Cette accusation de Macron a mis en lumière une tension latente entre la France et plusieurs pays africains, exacerbée par les perceptions de néocolonialisme et de condescendance de la part des anciennes puissances coloniales. Les pays africains, en choisissant de ne pas se ranger systématiquement derrière les positions occidentales, affirment leur indépendance et leur souveraineté dans la conduite de leurs relations internationales. Ainsi, les relations entre la France et les nations africaines sont marquées par des divergences sur la manière de gérer les crises mondiales, et par une volonté croissante des pays africains de diversifier leurs partenariats, notamment avec des acteurs comme la Russie, perçus comme plus respectueuses de leur autonomie. Un des événements de 2023, ça a été le succès du sommet Russe-Afrique. Le spécialiste français de l'Afrique, Bernard Lugan, est étonné par le côté chaleureux entre les chefs d'État, Vladimir Poutine avec Ibrahim Traoré, le président burkinabé, notamment, ça a frappé tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle relation, de ce retour en fait de la Russie en Afrique? Oui, vous avez dit que c'est un retour. Les leaders africains et en général les peuples africains, ils ont encore le souvenir de l'aide de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, quand il y avait deux camps, quand il y avait socialistes, capitalistes, que l'URSS a construit énormément des hôpitaux, des écoles sur le continent, etc. Il y a le souvenir de ça. Et il y a une chose importante à mon avis, c'est que on leur exporte pas la rhétorique sur le droit de l'homme et la priorité de l'état de droit, mais par contre, on discute avec eux les sujets économiques plus simples. Il n'y a pas d'ingérence, en fait. Il n'y a pas l'ingérence. Ouais. Il y a le respect à leur propre façon de vivre. On ne pense pas que ils ont besoin de leçons de qui que ce soit. Donc la Russie, pour eux, c'est un partenaire avec une longue histoire, mais aussi avec le respect aujourd'hui qui peut ouvrir des choses qui intéressent les Africains. Par exemple, on a eu un sommet parlementaire aussi avec les parlementaires africains. Ils ont été très intéressés par tout ce qui est développement du numérique, intellect artificiel, etc. Donc c'est intéressant aussi de travailler là-dessus. La Russie a énormément de choses à exporter, si vous voulez, dans les technologies. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir au fond l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle, en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine, et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, comme cela a été documenté par les Nations Unies en République centrafricaine, à travers la milice Wagner. Donc je pense que par les choix aujourd'hui qui sont les siens, la Russie ne joue pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale. La France n'a jamais véritablement été un ami de l'Afrique. Ses actions ont toujours été motivées par ses propres intérêts. Aujourd'hui, elle voit la Russie comme une menace à ses intérêts, ce qui explique l'agitation de Macron. Pour lui, une victoire russe en Ukraine serait insupportable pour la France, car il perçoit le régime russe comme autoritaire et déterminé à combattre nos valeurs et intérêts. Il est beaucoup plus facile de blâmer les autres que de reconnaître ses propres erreurs et de prendre ses responsabilités. C'est un signe de lâcheté. En conclusion de cette vidéo, je souhaite partager 3 leçons essentielles. 1. Responsabilité personnelle. En tant que chef d'État, Macron devrait assumer la responsabilité de ses actions et politiques. Accuser Poutine pour les échecs en Afrique est un refus de prendre ses responsabilités, ce qui est lâche. Il est crucial de prendre la responsabilité de ses propres actions et décisions, au lieu de blâmer les autres pour ses échecs. Dans la vie personnelle, cela signifie reconnaître ses erreurs, en tirer des leçons et travailler activement à les corriger. Par exemple, si un projet échoue, au lieu de pointer du doigt les collègues ou les circonstances, il est plus constructif d'analyser ce qui aurait pu être fait différemment. Adopter une mentalité de croissance permet de transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage. Cela implique aussi de rechercher des feedbacks honnêtes et de ne pas fuir les critiques constructives.
Prendre la responsabilité de ses actes renforce la confiance en soi et la crédibilité aux yeux des autres, éléments essentiels pour un leadership efficace et respecté. 2. Humilité et apprentissage. Être humble et prêt à apprendre des autres, que ce soit de leurs succès ou de leurs erreurs, est crucial pour tout leader. Macron pourrait bénéficier de l'humilité en reconnaissant les pratiques réussies de partenariat de la Russie en Afrique. Dans le contexte professionnel, cela pourrait signifier écouter attentivement les idées des collègues, même des subordonnés, et reconnaître que l'on ne détient pas toutes les réponses. Par exemple, un manager pourrait améliorer ses compétences en écoutant les suggestions de son équipe et en intégrant ses idées dans ses décisions. L'humilité permet de bâtir des relations plus solides et collaboratives. Cela crée un environnement où les idées sont partagées librement et où l'innovation peut prospérer. En outre, l'apprentissage continu, qu'il soit formel, formation, cours ou informel, mentorat, lecture, doit être valorisé. Être humble signifie également être prêt à reconnaître ses limites et à demander de l'aide quand nécessaire. 3. Équité dans les partenariats. Dans les relations, il est essentiel de chercher d'abord l'intérêt de l'autre pour bâtir des partenariats durables et respectueux. Si la relation avec la Russie semble plus bénéfique pour les Africains, c'est probablement parce que ces partenariats sont perçus comme équitables et respectueux de leur souveraineté et de leur dignité, ce qui n'a jamais été le cas avec la France. Dans le cadre professionnel, cela peut se traduire par des négociations où les deux parties sortent gagnantes. Par exemple, un partenariat commercial où les termes du contrat sont équitables et profitables pour les deux entreprises. Dans les relations personnelles, cela implique de respecter les besoins et les attentes de l'autre personne. L'équité renforce la confiance et la loyauté. En étant juste et respectueux, on crée un environnement où chaque partie se sent valorisée et entendue. Les partenariats équitables encouragent la coopération à long terme et peuvent mener à des opportunités mutuellement bénéfiques. Il est également crucial de comprendre et de respecter les cultures, les traditions et les perspectives des autres, surtout dans un contexte globalisé. En intégrant ces leçons la responsabilité personnelle, l'humilité et l'apprentissage, et l'équité dans les partenariats dans nos vies personnelles et professionnelles, nous pouvons atteindre un niveau d'excellence plus élevé. Ces principes favorisent la croissance individuelle, renforcent les relations interpersonnelles et améliorent l'efficacité et l'impact de nos actions. Ils sont les piliers d'un leadership éclairé et d'un développement personnel durable. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles analyses. À bientôt.